C'est un jardin extraordinaire. Bonjour les amis, Paname aujourd'hui se met au vert dans un enclos fabuleux qui a vu défiler des générations et des générations de Parisiens. Bienvenue dans le Jardin des Plantes. 23 hectares au cœur du 5e arrondissement qui rassemble une incroyable collection de végétaux depuis sa création sous Louis XIII. Allez bien trouver un lieu pour la promenade. Au fil des siècles, ce jardin botanique s'est enrichi d'une ménagerie, de grandes galeries, d'une bibliothèque et de laboratoires de recherche pour devenir le Muséum national d'histoire naturelle. Tout au long de ce numéro de Paname, nous allons découvrir ce bel écrin vert et puis surtout nous irons à la rencontre des hommes et des femmes qui animent ce lieu unique et fantastique. Les petites grenouilles chantaient. Aujourd'hui dans Paname, Yvan nous fait entrer au cœur d'un ensemble entièrement dédié au règne animal et végétal, le Jardin des Plantes. Avec Denis, il nous immerge dans le foisonnement de la grande serre tropicale. Une forêt imaginaire, une forêt qui n'existerait pas dans la nature, Que vous avez imaginé, qu'on a imaginé. Il retrouve l'inaltérable Frédéric Gersal au milieu des dinosaures. Alors diplo, c'est diplodocus, qui veut dire double poutre. Dans l'atelier de taxidermie, il découvre avec Justine les secrets de la naturalisation. Je peux toucher? Oui, la peau est assez souple pour l'instant. Ah oui. Elle séchera après. Et il rencontre un chercheur qui étudie le kéfir, la boisson miracle dont tout le monde parle. Les boissons fermentées sont a priori très bonne presse, surtout les boissons fermentées gratuites, faites maison. Mais tout de suite, direction la ménagerie, l'endroit préféré des enfants, où Yvan retrouve Noreen Chai, celui qui soigne les animaux en gagnant leur confiance. Mais oui, il a fait chaud. Mais oui. Salut Noreen. Ça va? Salut, Ça se passe bien? Tu frottes bien ton tapis? ça se passe bien. Je regarde s'il n'a pas de problème au niveau des yeux, parce que quand il fait trop beau, les tapirs ont des problèmes oculaires. D'accord. Donc c'est très important de... Mais oui. Donc là c'est une sorte de vérification un peu, tu vois Voilà. si tout va bien. Et aussi pour dire bonjour. T'as la même relation avec tous les animaux de la Non. ménagerie? Non. Parfois c'est l'inverse. Donc Ouais. si je vais voir les orang-outans, ils me crachent dessus. Si je vois certains macaques, ils partent en toute birzingue. Mais sinon, en général... Et pourquoi les orang-outans et les macaques? parce qu'en fait, chacun a son rôle. Moi, j'ai le rôle du méchant parfois. Donc, des fois, je suis obligé de les flécher, de les capturer. Donc, du coup, voilà. Ça veut dire que quand tu arrives dans la cage, tout le monde Voilà. est en panique là. Voilà. Et du coup, d'autres vétérinaires et soigneurs vont faire ce rôle justement de confiance. Pour nous, c'est fondamental. Assurer le bien-être animal, c'est d'abord assurer le bien-être psychologique. Et ça passe par, bien sûr, une relation de confiance, de l'enrichissement par exemple. On va avoir un exemple. L'enrichissement. C'est-à-dire qu'on va stimuler l'animal en variant son environnement, son milieu de vie, pour qu'il ne s'ennuie pas. Bienvenue dans la maison des Androlagues, Alors qu'est-ce que c'est exactement une androlague? Tu m'as dit que c'était un un kangourou arboricole. arboricole. Donc là, l'idée, c'est d'illustrer le lien qu'on a avec les animaux. Donc là, elle l'appelle d'une façon tout à fait naturelle. Et lui, par habitude et confiance surtout, il va se rapprocher d'elle. Donc là, elle l'a appelé, il vient, elle clique pour montrer, c'est bien, tu as compris. Et là, elle lui donne une récompense. Leslie, en faisant ça, elle a une vision directe de l'animal. Là, elle le gratte l'épaule pour le sensibiliser à éventuellement, si jamais on devait faire une injection, pour pas qu'il ait peur. Donc est-ce qu'on peut parler entre guillemets là de dressage? Alors, c'est une forme oui, de dressage, mais c'est un dressage à des fins thérapeutiques. Oui, c'est pas pour faire un spectacle. Voilà, on est absolument pas dans Le show. dans un show, on est dans une gestion et une relation de confiance avec l'animal. Ok. Est-ce qu'il t'a bien obéi? Ah, c'est pas de l'obéissance. Bravo, Très Leslie, mignon. bien joué. C'est pas de l'obéissance. C'est ça, Ah non, exactement ça. on entraîne l'animal pour arriver à nos fins, mais c'est lui qui va nous donner tous les comportements
qu'on veut. La première fois que tu l'as rencontré, ça s'est passé comment tous les deux? Il était très craintif, il nous approchait pas du tout. Il est venu au bout de 2-3 mois, vraiment au contact. Et j'ai mis 6 mois avant de faire du contact en toucher réel avec lui. Il date de quelle époque, ce zoo? 1794. Ah oui, quand même. Deuxième plus vieux zoo au monde. Le premier, c'est chez Schönbrunn, 3 ans avant nous. Et nous, c'est le plus vieux zoo du monde. Ok. Donc ici, tout ce qu'on voit, tous les bâtiments, là, c'est des bâtiments historiques. Bâtiment historique classé. Donc la ménagerie a aussi bien une valeur zoologique qu'une valeur historique. Et patrimoniale. Patrimoniale. Mais est-ce que les animaux sont bien là-dedans? Eh bien sûr, se pose la question de les maintenir dans ces bâtiments. Dans ces cas-là, on adapte l'espèce. Par exemple, on présente des espèces beaucoup moins grandes. On diminue fortement la densité aussi, l'animal, et pour leur proposer un environnement correct et répondant à leurs besoins. Ah, bah les voilà. Des tortues, des Seychelles. Et donc la plus âgée, ah, là voilà notre ami. C'est Périclès, Périclès, qui a 105 ans. 105 ans. Oh là. Et les autres, une quarantaine d'années. Et avec elle aussi, tu fais de l'enrichissement? Oui, on fait de l'enrichissement avec. Tu vois, par exemple, elles aiment bien qu'on leur regarde le cou. Tu peux venir, tu peux même leur regarder le cou. Il faut leur gratter le cou. Ouais. Donc tu vois, lorsqu'elle est en stable là, comme ça, on peut lui faire une échographie, on peut les examiner. C'est un animal compliqué, la tortue des Seychelles, ou pas? Non, pas plus Non. qu'une tortue terrestre. C'est vrai? À partir du moment où on lui apporte du sable, de la température, Parce que ici, c'est quand même pas les Seychelles. Même s'il fait beau aujourd'hui et Non. chaud. c'est pas les Seychelles, mais on leur propose tous les éléments qui répondent à leurs besoins. Donc elles vont bien. Merci beaucoup, Avec plaisir. Norine. C'était très sympa de visiter cette ménagerie. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Merci à toi. Merci, au revoir. Salut les filles, enfin les garçons. Comme son nom l'indique, le jardin des plantes est avant tout le royaume des végétaux, du plus commun au plus rare. Et pour les plus exotiques, il existe 5 serres dont la plus grande est dédiée aux plantes des milieux tropicaux et humides. Bonjour Denis. Bonjour, Ça va? ça va bien, merci. Oh, on a eu droit à une petite pluie tropicale chez vous là. Oui, justement, c'est en ce moment. C'est obligatoire en même temps dans une serre. Oui. Ça commence par ça. Ça commence par ça, l'arrosage par les jardiniers, et puis il y a la brumisation. Voilà, ça crée une ambiance très humide et nécessaire pour évoquer une forêt tropicale. Mais ça veut dire qu'on plante pas n'importe quelle plante avec n'importe quelle plante. Tout ça c'est bien organisé, bien réparti. J'imagine que vous faites pas n'importe quoi. Non, mais bien organisé, pas trop, parce qu'on souhaite qu'il y ait ici une forêt tropicale, mais sans qu'elle soit typique, par exemple, d'un continent, d'une région. C'est une forêt qui n'existerait pas dans la nature, Que vous avez imaginé, qu'on a imaginé. Voilà. Et on continue toujours à planter visiblement. Ah oui, la Diane plante C'est aujourd'hui. Diane. Bonjour, Diane. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous plantez? Alors là, je suis en train de planter un palmier, donc c'est un Dictyosperma album ou chou palmiste blanc. Et en fait, il est endémique des Mascareignes et à côté de Madagascar. Et là, on va l'installer donc dans un puits de lumière un peu dans la serre pour qu'il puisse se développer parce que c'est un sujet qui est encore jeune. Donc on va lui donner toutes ses chances. Dans la nature, il peut aller jusqu'à 20 mètres. Bah, merci Diane, bon courage. Merci. On continue notre balade nous? On continue. Waouh. Ouais, c'est beau. Ça remonte à quand les premières serres? Ah, les premières serres ici, déjà au XVIIe siècle, voilà. Et on a la première serre avec la présentation du pied de café qui avait été offert à Louis XIV par le bourgmestre d'Amsterdam, donc un café qui avait été ramené d'Asie. Et une serre spéciale avait été conçue, une petite serre en bois et en vitre, pour présenter aux Parisiens le pied de café, qui a une histoire après, puisqu'il
Il a été à l'origine de tous les caféiers qui ont été cultivés aux Antilles. C'est le papa de tous les caféiers Oui, antillais. oui, exactement. Donc ça a commencé comme ça. L'idée au départ, c'était effectivement de conserver ces plantes qui venaient d'ailleurs. D'ailleurs, c'était la grande époque où on voyageait. Le 17e, le 18e, etc. Les grandes expéditions, on découvrait le monde tropical. Et vous continuez à faire ça? On s'est un peu calmé dans les grandes expéditions. C'est vrai, vous partez pas à l'autre bout du monde? Si, on part bien sûr pour des missions précises. Vous continuez à avoir cette même mission, c'est-à-dire de répertorier, d'inventorier, oui, tout à fait. de classifier. De classifier le vivant, de décrire la biodiversité de la planète, qu'elle soit végétale ou animale. Et dans cette serre-là, il y a des choses très rares? Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des plantes qui sont éteintes dans la nature, qui ont disparu et qui sont conservées dans des jardins botaniques. Et c'est le cas ici? C'est le cas. Il y a un Dracena à l'entrée d'Indonésie qu'on va retrouver dans plusieurs jardins botaniques dans le monde. Il a été dupliqué et distribué dans plusieurs serres pour le préserver, pour la sécurité. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y en a plus? Exactement. Comme exactement. certains animaux. Et elles ont été sauvées comme ça. Cette serre, c'est effectivement un lieu pour montrer que tout ça, c'est très fragile, qu'il faut y faire attention. Tout à fait. Pour montrer comment ça fonctionne aux visiteurs et aussi les sensibiliser à cette richesse et à sa fragilité. Vous êtes inquiet pour toute cette nature? Oui, on est inquiet, bien sûr. On est inquiet, mais la nature a aussi beaucoup de ressources pour se reconstituer et pour survivre. Donc, il y a un équilibre, peut-être, qui se fera entre l'homme et la nature. Mais il ne faut pas exagérer quand même. Voilà. Merci Denis, merci à vous. Retour à l'air pur, toujours dans ce magnifique jardin botanique. J'ai commandé une petite voiture de jardinier pour faire un tour dans ce jardin. Et c'est Noël qui va me conduire. On y va, on est parti? On est parti. Oh là, comment ça s'ouvre? Magnifique. Ça va? Ça va. Frédéric! Je me disais, comment ça va? Mais très bien, je vous Salut. attendais devant le phacochère. Je vous ai dit le mammouth. C'est pas compliqué quand même. Bon, allez, venez voir parce que là, je vais vous montrer une extraordinaire galerie. Très longue. Waouh, c'est très très impressionnant. Ça fait presque peur, cette armée de squelettes là. Surtout qu'ils sont tous face à vous quand vous entrez dans la grande galerie. C'est une des nombreuses galeries du Muséum d'histoire naturelle, national d'histoire naturelle. Et ça, c'est la grande galerie de la paléontologie et de l'anatomie comparée. 2 étages. Ici, nous sommes à l'anatomie comparée. Au-dessus, c'est la paléontologie. Qu'est-ce que ça veut dire, anatomie comparée? Qu'est-ce que ça veut dire? On compare les squelettes, on compare la façon dont sont faits les animaux, dont ils sont conçus, et ce sont des animaux qui existent toujours, que l'on peut encore croiser dans la nature, sauf peut-être 1 ou 2 exemplaires qui viennent tout juste de disparaître. C'est formidable quand même de voir ces animaux absolument incroyables. Je suis ravi Frédéric. Enfin je vois les dinosaures. Oui, les voilà. Et ouais. On est au 2e étage. Et en plus, on est au balcon. On est presque au 3e étage. On est au sommet de cette grande galerie. Alors, tout ça, ça a commencé il y a bien longtemps. Mais oui, ça a commencé quand exactement? Écoutez, ça commence par un jardin des plantes, voulu par Louis XIII. Le jardin royal des plantes médicinales. On met des plantes d'abord qui soignent, puis petit à petit, ce jardin va s'agrandir. Et on va en faire un jardin qui va accueillir aussi des animaux. On a après Louis XIV qui va s'en mêler, qui va confier ça à son médecin, puis Louis XV qui va confier l'ensemble à un certain Buffon, dont le nom est connu pour tous les amateurs de sciences naturelles au sens général. Le successeur de Buffon, on est en 1793, c'est le moment de basculement. Vous avez raison, on ne parle plus de jardin du roi, plus de jardin de plantes du roi, mais on parle de muséum national d'histoire naturelle, et là ce sont les révolutionnaires qui le veulent. En succédant à Buffon, on a un Bernardin de Saint-Pierre qui lui a pris la décision, avec les révolutionnaires, de réquisitionner tous les animaux qui existaient. La ménagerie royale, les ménageries des grands seigneurs, des puissants, tout ça revient ici. Et tout ça va servir à l'enseignement. Et puis au 19e siècle, comme il a fallu s'agrandir, on a commencé à construire ces grandes galeries. D'où cette galerie faite par Ferdinand Duterte. Regardez, du verre, de la pierre, de l'acier.
Eiffel, ça, non? Exact, mais c'est un élève d'Eiffel. Mais moi, je me pose la question, où est-ce que je vais vous mettre? Au rez-de-chaussée ou à la galerie des dinosaures? Ah bah les dinosaures. Les dinosaures, Ah bah j'adore. oui, c'est vrai, les dinosaures. Alors, à ça- côté du Diplo. Alors diplo, c'est diplodocus qui veut dire double poutre. Ah oui. Ce sont deux mots grecs qui se traduisent par double poutre, parce que si vous regardez bien, vous avez deux rangées de vertèbres. Donc la poutre, c'est la poutre maîtresse, celle qui tient l'ensemble du bâtiment. Et bien là, c'est la même chose avec cette colonne vertébrale. C'est une belle leçon, hein, aussi oui. le grec et le latin, c'est important. C'est important. On va le regarder, notre Diplo. Ah oui, Il est on beau, peut rester hein. des heures. Allez, on quitte les dinosaures pour retrouver à l'autre bout du jardin la grande galerie de l'évolution. Entièrement rénovée dans les années 90, c'est une fantastique arche de Noé qui réunit des centaines d'animaux naturalisés. Une collection qui s'enrichit sans cesse grâce au talent de spécialistes comme Justine Dejon. Bonjour Justine. Je vous dérange en plein atelier couture apparemment. Eh oui. Qu'est-ce que vous faites debout là? Là, je suis en train de recoudre la peau d'un guépard. D'accord. Il est en fin de naturalisation et du coup, c'est l'étape de la couture. Ah, c'est la dernière étape. Ouais, l'avant-dernière C'est étape. là où tout se joue. Pratiquement, ouais. C'est là qu'on voit si le mannequin est à la bonne taille. Ça arrive parfois que ce soit un peu serré dans Non, ce j'exagère, on fait Non. des essais avant. Ouais, quand même. Ouais. Je peux toucher? Oui, la peau est assez souple pour l'instant. Ah oui. Elle séchera après. Ah oui, là c'est encore un peu humide. Ouais. Et Dans c'est quoi, quelques cette- jours, elle va commencer à sécher. Et c'est quoi cette humidité? En fait, elle a été tannée. C'est une peau qui a subi un traitement pour la rendre imputrescible. Pour pas qu'elle pourrisse et pas qu'elle perde ses poils. Alors là, qu'est-ce qu'il a en dessous? Vous travaillez avec quoi, vous, Justine? C'est une structure qui est en mousse de polyuréthane sculptée. Ah, ça commence par une petite... Voilà, en fait, on petite fait toujours maquette. une petite maquette à échelle réduite. Vous avez commencé là-dessus? Voilà. D'accord. J'ai commencé là-dessus, c'est à l'échelle. Et en fait, à l'intérieur, il y a un profil en bois sur lequel on vient accrocher les tiges filetées. Et après, on englobe tout ça de mousse polyuréthane qui gonfle et on sculpte. Pour l'instant, vous êtes contente du résultat? Jusque-là, ça va. Parce que j'imagine que c'est compliqué, là. En fait, à c'est suivre, compliqué là. parce que après, il faut remonter dans tous les plis, là, vous voyez. Parce que l'animal, quand il court, il a forcément des plis comme nous quand on Oui, est bien penché sûr. ou voilà, on a des J'en plis ai de un peau. petit peu, là. Voilà, par exemple, ceux-là. Petit peu. Donc là, il va falloir que je laisse exprès des petits bourrelets de peau. Pour que ça soit le plus naturel Voilà, possible. exactement. Et les yeux, par contre, ça... Les yeux, ça, c'est tout à la fin, une fois que tout est cousu. D'accord. Alors, les yeux, c'est important, justement? Oui, les yeux, ça fait tout. Bah oui. Ce qui est difficile au niveau des yeux, c'est qu'il faut que ce soit vraiment symétrique. Pas qu'il louche. Est-ce que ça existe encore l'empaillage, empaillé? Parce qu'on dit empaillé, nous, quand on sépare, on dit pas naturalisé. Empaillé, ça se dit plus trop. C'est-à-dire qu'on va utiliser encore, dans certains cas, de la fibre de bois. Ça attire moins les insectes que la paille, mais visuellement, ça ressemble un petit peu. Ça sert à quoi de naturaliser un animal? Ça sert à deux choses, on va dire. Ça sert au public et ça sert aux chercheurs. Donc, dans ce cas, on naturalise de manière très simple. On ne fait pas de mise en mouvement, de position, de tout ça. Et d'un autre côté, on naturalise pour le public. Oui. Donc, pour les expositions, pour désensibiliser sur les animaux qui disparaissent, sur la nature, sur tout ça. Et vous, quand vous avez cet animal sur votre table de travail, qu'est-ce que vous ressentez? On ne peut pas s'empêcher de se dire, voilà, par exemple, un guépard, il n'y en a plus beaucoup. Hey. On ne peut pas s'empêcher de penser aux animaux qui disparaissent, donc ça Ouais. diminue de plus en plus. Donc il y a un total respect. Oui, oui. Et on est bien d'accord, il est mort de mort naturelle. Oui, oui, oui. En fait, celui-ci était dans un parc animalier et elle est morte de vieillesse. Ok. Et donc là, il va avoir une sorte de vie quoi, éternelle pour... Semi-éternelle, mais oui, oui, on va dire elle a une bonne prolongation. Eh bien bravo, merci beaucoup Justine. Je vous laisse, moi je continue ma balade dans ce magnifique jardin des plantes. Le
Muséum d'histoire naturelle rassemble une collection incroyable de plantes, mais aussi une dizaine d'arbres remarquables ou historiques, comme ce platane d'Orient, planté en 1785 par le surintendant des Jardins du Roi en personne, le comte de Buffon. Alors je vous invite vraiment à venir le voir ou les voir, ces arbres, parce que d'abord vous serez surpris par leur grandeur et leur ampleur, puis ça fait quand même près de 250 ans qu'ils vous contemplent. Chapeau. On ne le sait pas, mais il y a dans les bâtiments qui bordent le Jardin des Plantes des centaines de chercheurs qui travaillent sur le vivant, aussi petit soit-il. Au bout de ce labyrinthe se trouve Christophe, qui surveille les plus petits organismes vivants qui soient, à la base de la préparation du kéfir, une boisson très à la mode. Ah! Salut Christophe! Salut Yvan. Comment ça va? Bah bien. Dis donc, moi qui pensais être dans un bar à kéfir, je me retrouve dans un laboratoire hyper technologique. Qu'est-ce qu'on fait Hyper ici? Qu'est-ce que tu technologique. fais? Bon écoute, c'est des bactéries, des tubes et un ordinateur. Quoi. Rien C'est que pas- ça. Ouais. Et alors pourquoi faire? Et pourquoi faire? C'est comme toujours en recherche fondamentale, avant tout. C'est pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Alors raconte-moi, c'est quoi précisément ce kéfir dont tout le monde parle en ce moment? Kéfir, alors attention, le kéfir, il y en a deux. Historiquement, c'est une fermentation laitière. Donc c'est du lait fermenté qu'on retrouve dans beaucoup de pays dans le monde. Ici, on ne va pas du tout s'amuser avec du lait. On va s'amuser avec de l'eau sucrée. C'est l'autre kéfir, ce qu'on appelle le kéfir de fruits, ou kéfir d'eau, ou water kéfir pour les Anglais, qui consiste à utiliser les mêmes ferments, ou presque, et à les mettre non pas dans du lait, mais à les mettre dans de l'eau avec de quoi nourrir les ferments, parce que les ferments ont besoin d'être nourris. Qu'est-ce que c'est? C'est une levure, c'est une bactérie? D'où ça vient? Alors justement, on ne sait pas exactement ce que c'est, on a des indications bien sûr, on ne part pas de rien. Mais le kéfir, si tu veux, ça se présente, j'en ai un bout ici, là il est séché, hein. Voilà. Ah ça c'est un bout de kéfir? C'est un bout de kéfir. C'est Alors, des cristaux? Ce sont des cristaux, alors non, au sens physique du terme, c'est pas cristal, hein. Ouais. C'est un agrégat. Un agrégat. Voilà, et dans ces grains, il y a effectivement des milliards et des milliards de micro-organismes, des levures et des bactéries. Et alors tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Normalement on le met dans de l'eau, enfin ici toi tu le mets dans de l'eau, Ouais. avec du sucre. Alors le kéfir, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis des ferments dans de l'eau, comme tous les ferments, les bactéries comme les levures, elles ont besoin de se nourrir pour vivre, et donc en général, on les nourrit avec du sucre. Donc à la limite, je pourrais juste mettre les ferments et de l'eau sucrée. Ça marche, les bactéries se multiplient, mais ça fait une boisson qui n'est pas forcément très intéressante, parce que ça fait de l'eau sucrée avec un petit goût de ferment. Et donc là tu la nourris d'un citron supplémentaire? Ça, c'est un peu la recette de base. On ne sait pas trop historiquement d'où ça vient, mais partout, on retrouve la même idée que le kéfir un peu standard. C'est citron, figue, grain de kéfir, sucre et eau. Et ça devrait renforcer normalement Ça, l'immunité. on a cette idée que puisque c'est censé être des bons probiotiques, comme on appelle, si j'en bois, ils vont coloniser aussi mon intestin et ils vont faire en sorte que j'ai un bon équilibre de population bactérienne dans mon intestin. Christophe, c'est pas anodin quand même C'est de pas boire anodin. ça. Ah, de boire du vivant? Ouais. Oh bah écoute, Non? quand tu manges un yaourt. Ouais, c'est vrai. Et donc ça c'est quoi? Ça s'échange ou c'est gratuit ou ça vaut une fortune ça? Eh ben c'est gratuit. Si tu connais quelqu'un qui fait du kéfir, en général c'est toujours avec ça, tu vas le voir, tu dis tu peux me filer quelques grains, il te file quelques grains, tu mets ça chez toi, tu mets dans ton eau sucrée, ton citron, ta figue ou ce que tu veux. Et puis ce qui est la magie du ferment, mais c'est comme le levain, hein, c'est-à-dire que le ferment se multiplie lors du processus de fermentation. C'est-à-dire que tu mets 10 grammes et à la fin, quand tu bois ta boisson, tu as 20 grammes au fond de ton pot. Si ici vous étudiez le kéfir, Ouais. ça veut dire quand même qu'il y a une petite arrière-pensée. Tu penses que c'est une boisson intéressante. La question qu'on pose, elle est beaucoup plus fondamentale. Elle est là-dedans, j'ai un grain. Dans ce grain, j'ai des bactéries et des levures. Ils communiquent entre eux, ils s'échangent des informations. Les uns servent aux autres, c'est-à-dire ce que fabrique l'un est utilisé par l'autre, ce qu'on appelle une symbiose. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre la microbiologie de cette symbiose. Tu crois qu'elle a de l'avenir cette boisson? Cette boisson, elle a beaucoup d'avenir et on a une espèce de boom actuel sur les boissons fermentées parce que la thématique justement dont on a parlé du microbiote intestinal, c'est un champ de recherche qui a vraiment explosé ces dernières années. On parle tout le temps du deuxième cerveau, j'aime pas trop l'analogie, mais on est dans cette idée qu'on a quelque chose de très important qui se passe dans le ventre. Et donc les boissons fermentées sont a priori très bonne presse, surtout les boissons fermentées gratuites, faites maison. À propos de deuxième cerveau, le mien il prend souvent le pas sur le premier, Ouais. donc j'ai envie de goûter. Ah bah bien sûr. Et on est là pour ça. Là, c'est l'intérêt de la manip, c'est une manip qui se goûte, quoi.
Je te laisse goûter d'abord. Ah, c'est puissant en citron déjà, mais on sent le goût de bactéries, peut-être, de fermentation. Là, il y a un petit côté vinaigré que tu commences à sentir. Donc ça veut dire que quand on travaille ici, il faut être un bon scientifique et en plus il faut avoir du palais. Oui, dans l'équipe, oui. Mais on va se quitter ici. Oui. Hein, on a terminé notre balade. Tu finis ton verre, par contre. Oui, je finis mon verre dans ce formidable jardin des plantes. J'appelle les téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande balade dans Paname. Allez, ciao les amis. Toi, tu y vas sur le kéfir. Hein. Et n'oubliez pas, le Jardin des Plantes est ouvert tous les jours de l'année, mais l'accès aux serres et aux galeries varie selon les saisons et le calendrier des jours fériés. Alors n'hésitez pas à vous perdre dans ces nombreux jardins et recoins. Bonne balade!